Tout d'abord, bienvenue et bonjour à tous. À l'occasion de la journée mondiale de l'œuf qui a lieu ce vendredi, on voulait faire avec vous un point au niveau de notre filière. Et donc, le point pour vous faire un état des engagements qui avaient été pris par notre filière à l'issue du plan de filière qui était issu du plan sociétal. Si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est que notre filière avance à une vitesse supérieure en termes de transition par rapport à ce qui était prévu, puisque sur un an, le nombre de poules élevées en élevage alternatif a augmenté de 13%. Et on est en avance par rapport à notre planning qui est d'arriver à un œuf, une poule sur deux en élevage alternatif en 2022. Donc je veux vous rappeler ce qu'est le CNPO, mais je pense que pour l'ensemble d'entre vous, vous le connaissez déjà. C'est l'interprofession de l'œuf, donc le Comité national pour la promotion de l'œuf, qui regroupe les centres d'emballage d'œufs et de transformation, les abattoirs, la sélection avec les éleveurs, les éleveurs et les fabricants d'aliments. On aura certainement une prochaine conférence de presse pour vous annoncer peut-être un élargissement de cette filière qui fait partie également des engagements. Donc la filière française est engagée dans la réponse aux attentes sociétales et notre objectif c'est aussi de conserver notre autosuffisance et notre position de leader en Europe. Le premier engagement qui avait été pris, c'était d'avoir une poule sur deux en élevage alternatif d'ici 2022. Donc on est bien parti pour y être, puisque si on a fait plus 13% en système alternatif entre 2016 et 2017. Et le deuxième gros point, c'est l'apparition du logo œuf de France, qui nous donne une assurance de traçabilité totale de produits français sur lequel on reviendra tout à l'heure. Je vais passer la parole à Maxime qui va nous dresser une situation de la filière. Bonjour, donc je vais représenter un petit peu la partie du marché et donc l'évolution de notre filière avec toujours en perspective justement cette évolution vers les modes d'élevage alternatifs. Pour replacer un petit peu la filière française dans le contexte mondial, il faut savoir que la partie européenne de la production d'œufs aujourd'hui représente environ 10% de la production mondiale des œufs, et au sein de l'Union européenne, la France reste, comme le disait Loïc à l'instant, le leader avec près de 15 milliards d'œufs produits en 2017. Au niveau de la structuration de la production, l'engagement de la filière à aller davantage vers les productions alternatives est en marche, sans mauvais jeu de mots, depuis plusieurs années. Et on se rend compte qu'on a doublé finalement les productions alternatives entre 2022 et 2017, où on est arrivé en 2017 à 37% de la production qui se fait en mode d'élevage alternatif à la cage. Donc juste pour rappel, dans les modes d'élevage alternatifs à la cage aménagée, il y a la production au sol, qui est le code 2 que vous avez sur les œufs quand vous achetez des œufs en coquille. Il y a les productions plein air, label rouge et hors label rouge avec le code 1. Et enfin, la production en bio avec le code 0. Donc aujourd'hui, 37% de la production française se fait selon ces modes d'élevage alternatifs. Ce qui donne sur la partie droite de votre écran la répartition en mode d'élevage actuel de la filière, où on a donc 63% de la production qui se fait en cage aujourd'hui. Pour rappel, on était à 69% l'année dernière, et 69% c'était un pourcentage qu'on avait depuis à peu près 2012. Et donc là, on commence à voir justement la réduction de la production cage. Pourquoi on le voit maintenant? C'est parce que les investissements qui avaient été faits en 2012 pour aménager les cages, globalement les éleveurs n'avaient pas les capacités d'investissement. Donc là, on commence à avoir des nouvelles capacités d'investissement et donc les cages commencent à se transformer. Et donc on commence à voir justement la décroissance de la production cage au profit des productions alternatives qui augmentent à 37% aujourd'hui et donc plus 13% en un an. Les élevages alternatifs à la cage, on a eu l'occasion de vous présenter au cours d'un voyage de presse la semaine dernière, il y a 2 semaines, auquel certains d'entre vous ont pris part. Comment ça se passait, c'est-à-dire que les élevages, on a des élevages, des bâtiments de poules en cage, il faut enlever toutes les cages, transformer l'intérieur des bâtiments et parfois, quand il s'agit de production plein air ou bio, aménager un parcours également. Donc tout ça, ça veut dire que ce sont des investissements nouveaux à réaliser. Ces investissements, on a chiffré à environ 280 millions d'euros à horizon 2022 pour atteindre l'objectif de passer à 50% de production alternative à la cage.
Cet objectif, ça sous-entend d'arrêter de la production en cage, de l'ordre de 9 millions de poules pondeuses, et de mettre en place 9 millions de nouvelles poules pondeuses en système alternatif. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est un petit peu simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les cages et mettre 9 millions à la place. Parce que quand on a un bâtiment de poules en cage, quand on enlève les cages et qu'on passe en système alternatif, on perd généralement entre 30 et 40% de la capacité de production du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut transformer les bâtiments, faire des investissements nouveaux, mais aussi trouver des nouveaux investisseurs pour créer de nouveaux bâtiments pour les productions alternatives. Quand on parle d'élevage alternatif, on pense aussi, on parle donc du coût de la transition, mais on parle ensuite du coût de la production des œufs. Si on prend une base 100 pour le coût de production d'un œuf en cage aménagée, on a un surcoût au niveau de la production au sol, donc en code 2, de l'ordre de 17 à 18%. Des surcoûts pour le plein air, alors plein air et label rouge entre 20 et 40%, et des œufs bio qui sont bien sûr bien plus chers, qui sont aux alentours de 110 à 115% plus chers qu'un œuf cage. Juste pour rappel, et vous le savez sans doute, 60% du coût de production d'un œuf provient du coût de l'aliment. Donc ce qui explique le surcoût du bio, puisque l'aliment bio est, on dit communément dans la filière qu'il est 2 fois plus cher qu'un aliment standard. En tout cas, voilà ce qui explique vraiment le surcoût des œufs bio, mais on aura l'occasion de revenir plus tard sur ces coûts. Si on replace la France dans le contexte européen, en fonction des modes d'élevage, la France, sur les parties alternatives, est le deuxième pays producteur d'œufs biologiques en Europe et le deuxième pays producteur également de plein air. Donc la France est contributrice à la production d'œufs alternatifs au niveau européen. Maintenant, donc là on a fait vraiment une partie sur la production de nos systèmes en France. Maintenant je vais faire un focus un petit peu sur la consommation des œufs, et donc les œufs alternatifs qui boostent finalement la consommation en France. Si on regarde la consommation au niveau européen, la France est un petit peu au-dessus de la moyenne de la consommation européenne. La consommation moyenne est de 213 œufs par an et par habitant. Au niveau de l'UE, vous l'avez ici, 213. Donc la France est légèrement au-dessus, à 217 œufs consommés par an et par habitant. Sur un trend d'ailleurs qui depuis, on a eu une décroissance, on va dire, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2010-2012. Et depuis 2012-2013, on est sur un trend positif de consommation. Aujourd'hui, sur la répartition de la consommation des œufs en France, on est à environ un œuf sur 2 qui est acheté en magasin. 49% de la consommation se fait par les achats des ménages. Le deuxième gros volet de notre consommation, ce sont les ovoproduits qui sont à destination soit de l'industrie, soit de la restauration. Ils représentent 37% des volumes. On a ensuite des œufs coquilles qui sont dirigés vers la restauration hors domicile qui représente 10% des volumes. Et enfin, on a une autoconsommation qui est estimée à 4%. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, je n'ai pas détaillé sur le volet de la consommation. En global, sur les 9 premiers mois de l'année 2018, on est à plus 0,3% en volume. Donc là, je considère dans ces chiffres uniquement les ventes consommateurs en magasin. Et donc en valeur, à plus 2,8%. Et donc ça, bien sûr, c'est effectivement boosté par les productions alternatives à la cage. Si on regarde sur les 9 premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période en 2017, on voit que la production en volume des œufs sol est de 7,2%, le plein air 7,7%, le bio 3,7%. Et donc on a un recul des achats des ménages de poules en cage aménagée de 4,1%. Donc concrètement, au niveau des achats des ménages, on voit que les productions alternatives, quelles qu'elles soient, sont finalement le booster de la consommation. Sur la partie, là on reprend à ce niveau-là la répartition des achats des ménages. Donc on avait les achats des ménages avant qui représentent 49%. Et donc si on se focalise sur ces 49%, voilà ce que représente chacun des différents modes d'élevage. Donc on a dépassé finalement, ça y est, depuis cette année, un œuf vendu sur 2 dans la grande distribution qui provient d'œufs alternatifs à la cage. Donc on est à 47% aujourd'hui en standard. On est à 4% sur la production au sol. 33% des œufs achetés par les consommateurs proviennent d'élevage en plein air, que ce soit label rouge pour 9% ou autre plein air à 24%. Et enfin la production biologique qui est à 16%. Et donc on a une part des œufs alternatifs qui a doublé dans la distribution en 10 ans, passant de 26% en 2017 à 52%, en 26% en 2017 à 52% en 2017.
Ça, c'était donc la grosse partie dans le schéma des 49% achats des ménages. On a la deuxième grosse partie que sont les ovoproduits. Sur les ovoproduits, on voit effectivement la même évolution. Sur l'enquête qui a été faite l'année dernière au niveau de la production d'ovoproduits, on est à 73% d'ovoproduits qui sont réalisés à partir d'œufs issus d'élevage en cage. Et on a donc les productions alternatives qui développent aussi à ce niveau-là. 14% plein air, 12% sol, 2% bio. Là aussi, la conclusion est la même que sur les achats des ménages. Les ovoproduits alternatifs boostent finalement la consommation. Sur ce segment, c'est un segment je ne vais pas dire qu'on a tendance à oublier, mais qu'on suit moins que la consommation des ménages. Mais quand même, on voit que les ovoproduits alternatifs ont plus que doublé en 5 ans. Alors, je viens de dire avant que les achats des ménages ont doublé en 10 ans. Les achats des ménages alternatifs ont doublé en 10 ans. Là, on a doublé en 5 ans, c'est-à-dire qu'on a une évolution très rapide des productions alternatives sur les ovoproduits. Je vais passer la parole à Loïc pour un petit point sur les coûts de production. Comme vous avez pu le voir il y a une quinzaine de jours ou une dizaine de jours, le SNIPO a communiqué par rapport à la flambée des matières premières. Comme l'a fort justement dit Maxime tout à l'heure, 60% du coût de production, du prix de revient d'un œuf, c'est de l'aliment. Et à cause de points macroéconomiques et d'intempéries, on a eu une forte hausse des matières premières, des céréales, maïs, blé et des oléagineux, donc que ce soit le tournesol, le colza ou le soja. Qui se matérialise dans l'évolution de l'index Itavi, qui est un bon index de l'évolution de l'aliment pondeuse. Entre décembre 2017 et août 2018, on a eu une augmentation de 16,6% de cet indice, donc du prix du coût d'aliment, sachant que 60% du prix de revient d'un œuf, c'est de l'aliment. Si on a 7,6% sur l'aliment, ça veut dire qu'on a grosso modo 10% sur l'augmentation du prix de revient des œufs. À ces coûts d'alimentation en forte hausse viennent s'ajouter des augmentations liées à l'énergie, des coûts de transport et des coûts d'emballage. Donc la filière, et en particulier les centres de conditionnement et les outils de transformation de nouveaux produits, appelle l'ensemble des clients à une nécessité de revalorisation rapide de prix de vente pour pouvoir maintenir l'équilibre économique de la filière. Parce qu'il faut, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais nos achats sont relativement contractualisés. Et par contre, la partie vente l'est encore assez peu. Ça va évoluer dans les années à venir, certainement dans les mois à venir. Et aujourd'hui, on a encore un mode d'achat et un mode de vente qui ne sont pas identiques, donc qui nécessitent une revalorisation rapide auprès de nos clients. Je vais repasser la parole à Maxime. Sans être devenu président, je vais remplacer le président en pied levé. Pour vous représenter un petit peu les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de notre plan de filière. Vous le connaissez peut-être pas aussi bien que nous, mais vous commencez quand même à le connaître. Vous vous souvenez certainement de notre projet de contrat sociétal d'avenir qu'on a présenté justement en octobre 2016, donc c'est il y a déjà 2 ans. Entre guillemets, sans vouloir être négatif, on n'a pas attendu les états généraux de l'alimentation pour se poser la question de l'évolution justement de notre production vis-à-vis des marchés, puisqu'on a un marché, on le sait, vous le savez tous, qui évolue rapidement. Donc on s'était déjà fixé à l'époque cet objectif de 50% de production alternative à la cage. Quand on sait que globalement, quand on veut construire un bâtiment ou le transformer, on a des délais administratifs, des délais de chantier, etc. qui sont de l'ordre de 2 ans. Concrètement, quand on a lancé ce grand objectif de filière, on pense quand même que c'est à partir de ce moment-là que l'évolution de la filière a débuté. Et aujourd'hui, on en récolte le fruit. Les plus 13% de production alternative, c'est aussi dû justement à ces grands objectifs de filière. Donc notre plan de filière, on l'a retravaillé l'année dernière sur les bases de notre contrat sociétal d'avenir, mais en associant, Loïc vous a présenté notre périmètre aujourd'hui au niveau du CNPO. On est une interprofession qu'on appelle
dans le jargon courte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas jusqu'à la distribution ou la restauration, mais donc on a associé tous ces acteurs à notre plan de filière afin d'avoir un plan qui soit co-construit avec tous les membres de notre filière. Il est axé sous 4 axes, je ne vais pas le redévelopper, c'est juste pour les rappeler. Le premier axe, c'est la réponse aux demandes des consommateurs et de la société, avec un point important, c'est tout en maintenant la souveraineté alimentaire de la France et sa compétitivité. Il ne s'agit pas uniquement d'aller vers les productions alternatives en perdant les marchés qu'on peut avoir en France, il faut toujours maintenir cette compétitivité. Le renforcement des relations tout au long de la filière jusqu'au consommateur final, ça passe par des nouvelles relations contractuelles. Loïc l'a rappelé, les centres contractualisés avec les éleveurs prennent en compte leur coût de production et donc subissent en ce moment des hausses. De l'autre côté, ils contractualisent avec les distributeurs, où là pour le coup, ou les industries, où là pour le coup, ces variations des coûts de production ne sont pas forcément pris en compte. Donc on a des industriels aujourd'hui qui sont entre guillemets un peu pris en étau entre cette hausse des prix d'achat et ces prix de vente qui restent finalement entre guillemets assez flat. Le troisième point, c'est le développement de la recherche et des innovations pour poursuivre la conquête de nouveaux marchés, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire sur les nouveaux produits, sur des nouveaux marchés au niveau export également. Et enfin, l'amélioration des connaissances sur la production et la consommation des œufs. On va rappeler un petit peu quelques points dans le cadre du sujet œufs de France. Donc voilà, je repasse la parole à Loïc pour le sujet d'œufs de France. Donc moi je vais vous parler un petit peu donc, de œufs de France, notre nouveau logo donc, qui a été mis en place et que vous pouvez déjà voir sur certaines boîtes d'œufs. Pour ceux qui ont eu l'occasion de participer au voyage de Brest la semaine passée, il y a une dizaine de jours, vous avez pu voir les premières boîtes qui sortaient avec ce logo. C'est un logo qui est connu, qui est facilement identifiable puisqu'il est transfilière avec le pentagone et le bleu, blanc, rouge. C'est une démarche collective, elle n'est pas uniquement... elle est portée par l'Association des produits agricoles de France. On a donc une origine 100% France, on viendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. On est dans le cadre d'un cahier des charges très strict. On avait jusque-là un logo qui s'appelait Pondu en France, qui avait été mis en place par le SNIPO, mais qui avait beaucoup moins d'engagement contraignant que le logo de France. Et à ça s'ajoutent des contrôles réguliers par des organismes tiers. Des œufs 100% made in France, donc c'est d'abord des poules qui sont nées et élevées en France, des œufs qui sont pondus sur le territoire national et des œufs qui sont conditionnés ou transformés en France. Et cette démarche, elle est garantie par des contrôles stricts. Donc on a un suivi de traçabilité qui est basé sur la base de données agricole. Donc c'est un dossier sur lequel on est... qui était dans les engagements du plan de filière de la filière œufs, qui est mis en place, qui permet de répertorier l'ensemble des mouvements d'entrée à partir de la couvage, puisque notre engagement démarre dès le poussin. Les poussins vont être transférés dans des élevages de poulettes. Ces mouvements sont enregistrés. Les mouvements de l'élevage de poulettes vers l'élevage de pondeuses sont enregistrés. Et les mouvements de l'élevage de pondeuses vers l'abattoir sont également enregistrés. Donc on a une origine des poules qui est renseignée à chaque niveau, au niveau de la production, et également la destination qui est renseignée. On a une sécurité sanitaire dans les élevages et dans les couvoirs, puisque l'œuf de France, c'est des couvoirs et des élevages de poulettes et des élevages de poules qui adhèrent à la charte sanitaire. Et la charte sanitaire a des engagements supérieurs aux engagements réglementaires, avec des dispositifs volontaires de lutte contre les salmonelles, entre autres. Et donc avec une déclaration obligatoire des troupeaux qui sont mis en place, le dépistage généralisé des contrôles de salmonelle et l'application de mesures de police sanitaire s'il y a des infections. On a également, on couvre le volet de la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, sécurité alimentaire également, parce que l'œuf de France c'est un poussin, une poulette et des poules qui sont nourries avec des aliments qui proviennent uniquement d'opérateurs de nutrition animale qui sont certifiés. Donc la certification qui est demandée, c'est d'avoir une certification OPCALIM ou reconnue équivalente.
Et ça implique des bonnes pratiques professionnelles et également un contrôle par organismes certificateurs tiers. L'origine française des œufs semble primordiale pour les Français. On l'a vu lors des dernières enquêtes encore que l'on a pu faire au niveau de la profession. 89% des Français sont favorables à avoir une offre en magasin composée à 100% de Français. 85% des Français jugent l'origine française comme importante dans leur acte d'achat. Si on prend les trois critères principaux d'achat des œufs en magasin, c'est le mode d'élevage, l'origine française et la date de ponte. Et les œufs français, c'est synonyme de qualité et de fraîcheur dans l'esprit du consommateur pour au moins 8 consommateurs sur 10. On a parlé de contrôle tout à l'heure, on a donc des contrôles à tous les niveaux. Les contrôles qui sont mis en œuvre, on a un premier niveau de contrôle qui est un autocontrôle par les opérateurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la base de données pour s'assurer que les poussins sont bien nés en France, que l'élevage d'où proviennent les œufs correspond bien aux critères demandés. Et après, on a un deuxième contrôle qui est fait par un organisme tiers indépendant qui viendra faire un audit dans ces centres de conditionnement ou ces ateliers de vos produits qui vont utiliser le logo. Et on a un troisième niveau de contrôle qui est au niveau de l'interprofession, au niveau du CNPO, qui, par un organisme tiers indépendant, fera des audits dans différents établissements. L'objectif étant de rassurer donc, au niveau de nos clients et d'avoir ce logo par rapport au logo précédent est beaucoup plus important. Et notre objectif, c'est qu'il soit mis sur les œufs, qu'il soit en marque propre ou en marque distributeur. Je veux continuer au niveau de la journée mondiale de l'œuf. Donc l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette réunion, vendredi prochain, c'est la journée mondiale de l'œuf. La journée mondiale de l'œuf, donc c'est l'œuf dans tous ses états dans le monde, partout dans le monde. Il y a 40 pays qui participent à cette journée mondiale dans le cadre de la World Egg Organization, qui rassemble les producteurs de différents pays, les transformateurs, la filière œuf de différents pays. Aujourd'hui, la production mondiale d'œufs, c'est plus de 1000 milliards d'œufs produits dans le monde, avec une croissance forte en Asie. C'est la 23e édition de cette journée mondiale, comme j'ai dit tout à l'heure, le vendredi 12 octobre. Et donc c'est l'occasion de multiples animations et de promouvoir notre formidable produit qui est l'œuf. Le choix de l'espace de Thierry Marx ici à la Gare du Nord a été fait dans le cadre d'une opération de partenariat avec la SNCF où on travaille sur l'œuf. Ça s'appelle Chef de gare, c'est une opération qui est menée du 4 au 14 octobre avec des jeux, des loteries, des jeux pour gagner des appareils de cuisson dédiés à l'œuf. Et on a une journée spéciale Chef de gare le 12 octobre où donc on va promouvoir un des produits phares de la filière œuf qui est l'œuf mayonnaise, qui est un produit simple mais bon, et qui sera mis en vedette lors d'animations dans les gares et dans des points de restauration. Avec certains points particuliers, donc on a la chef Nathalie Nguyen qui va proposer des recettes avec des œufs au public. Et en même temps, concomitamment à ça, on va avoir un petit quotidien avec spécial sur l'œuf qui va sortir ce jeudi. Donc vous avez dans vos dossiers une copie en avant-première. On profite de cette journée pour communiquer sur l'œuf et dans les gares, mais également chez les grands chefs, au travers du réseau Eurotop. On les a invités à mettre l'œuf sur leur table du 8 au 12 octobre. C'est plus de 200 restaurants qui ont composé des menus spécifiques à base d'œufs. Et donc on a également distribué des nouveaux livrets pour tout savoir sur l'œuf qui ont été mis à disposition. C'est plus de 15 000 livrets qui ont été mis à disposition. Et on a également des ateliers pour les enfants et une action au niveau des écoles hôtelières. Donc pour continuer dans la promotion de notre produit, on maintient donc le trophée de l'œuf
Aujourd'hui, donc tous les ans, depuis un certain nombre d'années, on a ce trophée. Donc, et aujourd'hui, ce sera l'œuf autour du monde, donc, qui sera 2019. C'est un concours qui est ouvert aux jeunes talents de la cuisine qui ont entre 16 et 24 ans, qui sont élèves, apprentis, cuisiniers ou candidats libres. Donc on a une date limite d'inscription des candidats au 30 novembre. Et donc au printemps 2019, un certain nombre de candidats sont sélectionnés pour une finale qui sera mise sous la présidence de Guy Leger, donc meilleur ouvrier de France.